Les mercredis de l'air. Ce soir, donc, on parlera de l'alimentation du XXIe siècle. Et je vous propose d'aborder trois thèmes. On va parler de la restauration collective, peut-être plus particulièrement des cantines, en partant de l'existant, donc des menus actuels, qu'Isabelle a eu la chance d'aller tester. On parlera donc à partir de là des problématiques qui se posent en termes de santé, de goût, d'environnement et puis aussi de valeurs éthiques et culturelles. On abordera les solutions possibles et qui ont déjà été mises en place dans d'autres villes et en particulier à Clamart, puisque François Soulabaille nous fait l'amitié d'être là ce soir pour nous parler de ce qu'il a fait à Clamart. On abordera le sujet aussi des jardins partagés et puis après, plus en détail, on verra avec Isabelle la chasse au gaspillage et l'alimentation solidaire. Voilà. Donc il s'agit bien des écoles primaires, maternelles et crèches sur lesquelles c'est la municipalité qui décide de quelle alimentation elle donne aux enfants. Alors sur le papier, c'est très joli, c'est tout frais, tout bon, tout local, tout bien, les cuisiniers sont de l'école du CAS, tout va bien. Donc je dis tiens, puisqu'on peut aller tester, allons-y. La FCPE demandait qu'on aille tester des menus. Entrée, une soupe sortie de gros briques, je pense. Pas trop mauvaise, mais enfin mangeable, disons. Ensuite, il y avait une pizza, alors clairement industrielle, qui a à peu près 95% de pâtes, une vague couche de sauce tomate et 3 bouts de fromage dessus, avec 2 feuilles de salade qui se battaient en duel, et puis pas de la roquette, la salade iceberg. Après, il y avait de la vache qui rit, donc fromage clairement industriel. C'est fait avec on ne sait pas trop quoi. Et après, il y avait une salade de fruits composée d'ananas au sirop et de 3 rondelles de banane qui avaient dû être coupées forcément pour les besoins du service 2 heures avant, donc noir. Voilà, les enfants ont mangé la pizza essentiellement et du pain et bon pour certains du fromage. Et ils m'ont dit mais t'as de la chance, aujourd'hui c'était bon. C'est quoi qui est pas bon alors? Ah ben l'omelette. J'ai dit t'aimes pas les omelettes à la maison? Ah si mais là alors là c'est... Ah ben j'ai compris, j'ai dit d'accord, ok je vois. Après le poisson qui a pas de goût, d'accord. Voilà, donc on a clairement là un repas qui est pas du tout ce qu'annonce. C'est un repas clairement industriel qui apporte aucune vitamine, aucun minéraux, aucun nutriment essentiel. Enfin pour moi ce sont des calories vides. Après il y a toujours le problème de mais les enfants n'aiment pas les légumes. Ah, les enfants n'aiment pas les légumes, voir quels légumes. Ça dépend comment ils sont cuisinés, ça dépend quelle culture on leur a appris du légume, et là on pourra en parler au moment des jardins partagés. Ça dépend des habitudes de la maison, et là on voit clairement que si on veut que tout le monde ait accès à une bonne alimentation, dans certaines familles à la maison c'est pas possible. Donc la cantine doit absolument remplir ce rôle, et là, elle ne le remplit pas parce que la société qui livre les repas, c'est clairement pas ce qu'ils annoncent. Donc effectivement, les menus actuels, ce dont on se rend compte, c'est que l'évaluation qui est faite en fait des menus, elle est complètement dépassée. C'est-à-dire que les évaluations sont faites par rapport au nombre de calories, par rapport à la répartition entre les glucides, les protéines, les lipides, etc. On parle de la valeur énergétique, on parle aussi des 5 fruits et légumes, on parle des 3 ou 4 produits laitiers. On reparlera d'ailleurs de la problématique des produits laitiers, du sucre, etc. Mais jamais il n'est question dans l'étude des menus de la nocivité de l'huile de palme hydrogénée, des pesticides qu'il y a dans les fruits et les légumes, de la quantité d'antibiotiques ou d'hormones qu'il y a dans la viande ou dans le lait, des métaux lourds qu'il peut y avoir dans les poissons, des conservateurs et des colorants qui sont dans les produits industriels. Il va y avoir un grand scandale sur les pesticides qui va sortir. Donc tout ça va se rééquilibrer au fur et à mesure de toutes ces choses qui vont sortir. La question c'est est-ce qu'on attend 15 ans que l'État, sous la pression, etc., ait pris les mesures, ou est-ce que, puisqu'on en a le pouvoir politique au sein d'une municipalité, on le fait dès maintenant? Il y a un petit article qui est paru sur nos enfants avalent 128 résidus chimiques par jour, parce qu'évidemment la grosse arnaque, c'est qu'on évalue chaque produit individuellement. Donc chaque produit ne détient pas une dose de pesticides dangereuses, mais si vous additionnez sur un menu ou sur la journée la quantité de produits chimiques, de produits cancérigènes avérés, etc., on dépasse les zones raisonnables. Et puis un article aussi très bien sur les produits alimentaires transformés, progrès ou danger, et sur le fait qu'effectivement dans les produits alimentaires transformés, il y a des conservateurs, il y a des
des colorants, et il y a plus de sel, il y a plus de sucre, plus de matières grasses, qui sont souvent des matières grasses hydrogénées, etc. Bon, tout ça, voilà, entre les diététiciens qui bossent pour les sociétés de restauration et les diététiciens dont la formation est en fait financée de façon officielle ou non par l'industrie agroalimentaire, il y a un vrai problème de conflit d'intérêts. Là aussi, de dire il est temps de réagir, quoi. Les choses vont changer et la chance qu'on a, c'est quand même une chance je trouve, c'est de pouvoir au sein d'une municipalité décider de le faire maintenant. Alors, la solution elle est simple, il faut cuisiner des produits bruts de qualité. Voilà, il y a 3 choses, c'est cuisiner des produits bruts de qualité. Des produits bruts, ça veut dire éliminer au maximum les produits transformés et les produits industriels, qui contiennent donc des conservateurs, des colorants, etc., mais qui aussi ont trop de sel, trop de sucre, et qui sont faits à partir de produits de qualité souvent médiocre. Quand on a des produits bruts de qualité, donc on enlève les pâtisseries industrielles, les fromages industriels, les charcuteries industrielles, les sauces, puisque tu nous as bien expliqué que ça, en plus ça coûtait très cher. Donc, et à la place, on prend des produits de qualité, ça veut dire des fruits et des légumes de saison si possible de proximité, en bio ou en raisonné, de la viande élevée dans des bonnes conditions, respectueuses aussi d'ailleurs de l'animal et nourrie avec des éléments adaptés et de qualité, des œufs, du lait. Oui, je voulais dire, cette qualité aussi, elle est bonne du point de vue de la santé, mais il faut savoir aussi que cette qualité, elle va apporter une qualité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'il y a plus de nutriments dans les produits bio, et aussi elle va apporter du goût. Parce qu'une tomate hollandaise, pas du tout bio, qu'on mange en janvier, elle n'est pas bonne. Donc dire les enfants effectivement n'aiment pas les légumes, moi non plus, j'aime pas les tomates hollandaises, j'ai rien contre les hollandais, mais les tomates hollandaises, non merci. Voilà, on augmente aussi la qualité au niveau du goût. Parce qu'il y a plein de façons de faire des économies en fait. D'abord, les produits transformés coûtent plus cher que des produits bruts. Donc quand on baisse le nombre de produits transformés, on baisse le prix. Tout simplement, un entremets à la pomme, ça coûte plus cher qu'une pomme toute simple. Mais si c'est une pomme bio et qu'elle est bonne, c'est mieux de tous les points de vue qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il faut baisser, on va pouvoir baisser le nombre d'intermédiaires. C'est-à-dire que si la municipalité est en contrat directement avec les producteurs, qui, pour la plupart d'entre eux maintenant, sont constitués en collectif, donc on n'a pas du tout le problème d'avoir pas assez de production bio, etc. Ils sont regroupés en collectif, donc on peut être en direct avec eux, donc on diminue le nombre d'intermédiaires, donc on baisse les coûts. Ensuite, la viande, par exemple, qui reste l'aliment le plus onéreux, on peut supprimer un repas sans aucun problème pour la santé des enfants en ayant un repas bio, un repas végétarien par semaine, sur lequel donc on fait des économies. Et puis le conditionnement, également sur lequel on peut faire des économies, avec l'exemple dont je me souviens bien de François, sur le fromage en portion individuelle, qui devient un fromage entier qu'on coupe, et on fait des économies par ce biais. C'est d'avoir des cuisiniers qui soient des gens formés et qui soient des gens compétents, c'est-à-dire des gens qui sont diplômés qui ont leur CAP de cuisinier, etc. Donc des gens qualifiés et des gens qu'on va former. Il y a dans le sud-ouest une école qui a été faite par un chef qui en avait marre que ses enfants mangent mal à la cantine, et puis qui a développé donc une cantine bio, et évidemment qui sait très bien cuisiner, et qui du coup a monté une école pour des cuisiniers, pour qu'ils apprennent à cuisiner les produits, les légumes, etc., dans des restaurants collectifs, qui rendra le métier des cuisiniers de restauration collective plus intéressant, avec des formations, donc c'est toujours motivant, et tout ça pour les enfants, ça sera un grand plus. C'est aussi qu'on a tous des vies plus ou moins chargées, on sait tous plus ou moins cuisiner, etc. Donc l'école devient vraiment le lieu où il est important de garantir une alimentation saine. C'est vraiment l'endroit où on peut permettre à tous les enfants, quel que soit leur milieu familial, d'avoir au moins un repas dans lequel ils ont été éduqués au goût, éduqués à la diversité des aliments, et on peut leur garantir la sécurité alimentaire à cet endroit-là. Ça, je pense que c'est vraiment important, et c'est aussi la mission de l'État ou de la municipalité, enfin, c'est quasiment une mission de service public, quoi. Garantir une alimentation saine aux enfants, et on leur garantit une fois par jour à l'école. L'égalité des chances, c'est aussi l'égalité de manger une alimentation saine. La santé des enfants d'aujourd'hui, c'est la santé des adultes de demain. Donc plus la population est en bonne santé, plus le trou de la sécu diminue.
En ayant ce type d'alimentation à l'école, on permet à des agriculteurs de faire un métier dans des bonnes conditions, c'est-à-dire sans eux-mêmes souffrir, puisque c'est avéré malheureusement terrible le nombre d'agriculteurs qui sont malades suite à l'utilisation des pesticides. Donc on permet à ces agriculteurs de revenir à des conditions normales de vie dans le cadre de l'exercice de leur métier. On leur offre un débouché qui est viable, puisque avec des quantités quand même importantes et régulières. Et on leur permet aussi de respecter le sol, c'est-à-dire qu'on n'a plus les problèmes de retraitement après de l'eau, de sol qui perd sa biodiversité, etc. Donc c'est un cercle totalement vertueux. On offre des débouchés à des agriculteurs, on crée de l'emploi, puisqu'en plus c'est une agriculture qui demande de la main-d'œuvre, on permet de réhabiliter des zones rurales, etc. C'est un cercle totalement vertueux. Ça a généré une telle quantité de demandes que toute la région autour de Rome, la Sienne, s'est mise à produire en bio, ce qui fait que non seulement ça crée un dynamisme terrible au niveau de la région, et en plus ça a fait baisser les prix du bio, puisque forcément la quantité aidant, ça baisse, ce qui fait que Rome est la ville d'Europe où le bio est le moins cher et le plus répandu. Donc voilà comment une diffusion municipale peut influer sur tout un contexte. Avec aussi un petit point important, l'éducation citoyenne. C'est important de dire aux enfants aussi que en ayant cette alimentation-là, ils permettent à une famille, 2 familles, 3 familles de vivre en faisant une agriculture respectueuse de l'environnement, etc. Et on peut imaginer, comme on le disait, qu'une fois par an, les enfants aillent visiter la ferme de celui qui produit les légumes qu'on mange, qui produit, qui élève les animaux qu'on mange, etc. Et qui voit le lien direct entre l'agriculteur qui au jour le jour prend soin de ses bêtes ou cultive sa terre, et eux en tant que consommateurs, et qu'il y a un lien entre les deux. On a un exemple juste à côté de nous, à Clamart, où ils sont passés de 0 à 50%, je crois, en 2 ou 3 ans. Bonsoir. D'abord un petit point sur la situation à Clamart quand j'ai été élu en 2008. Je suis resté 3 ans avant de déménager à Paris et donc de quitter mon mandat ensuite, donc en 2011. Donc en 2008, quand je suis arrivé, il y avait une cuisine centrale. Je crois que c'est pas le cas à Meudon, hein, c'est une délégation. Il y en avait une, mais aujourd'hui vous êtes en délégation de service public. Oui, en système de délégation, la municipalité met à disposition des locaux et du matériel, et à charge pour le prestataire de l'entretenir et de le faire fonctionner. Ce qui est en général rarement le cas, enfin pour la qualité de l'entretien. Donc à Clamart, c'était une cuisine centrale, et quand je suis arrivé, il n'y avait plus de directeur de la restauration, il s'était enfui, si je puis dire. Pendant 1 an, on n'a pas eu de directeur de la restauration, et donc pendant 1 année, j'ai pu juste réfléchir et apprendre, et ça m'a pas mal servi. Et puis les 2 années qui ont suivi, on avait recruté un directeur, et avec ce directeur, pendant les 2 années qui ont suivi, on a mis en place, on a introduit le bio dans la restauration. Donc en 2008, il y avait un repas bio mensuel qui était servi aux enfants. On avait une très mauvaise idée parce que, comme l'expliquait Anne, les enfants mangent 128 neurotransmetteurs. Moi j'appelle ça des neurotransmetteurs par jour. Et donc ils s'intoxiquent à petit feu. Et si une fois par mois ils ont un repas qui n'en contient pas, c'est pas ça qui va changer leur vie. Si en revanche tous les jours on diminue la dose de toxiques qu'ils ingèrent, là oui on peut jouer sur leur santé. On fait comprendre que la première chose à changer, c'était vraiment tout ça, redonner envie au personnel de la cuisine centrale, aux cuisiniers, de travailler, de venir travailler. Il y avait un taux d'absentéisme qui était de 2 absents par jour sur une équipe de 20 personnes. Donc 10% d'absents tous les jours de la semaine, 5 jours par semaine. Contrat. Et à la place, on a lancé des recrutements et on a trié sur le volet les personnes qu'on a recrutées. Et on a recruté systématiquement des personnes qui étaient diplômées, qui avaient soit un CAP, soit un BEP, voire même un BTS de cuisine. Ce qui n'était pas le cas, et ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cuisines collectives de France. Donc, ils vivent là-bas. Donc, on a remis tout ça à niveau. On a fini par recruter un directeur. J'ai eu 40 entretiens d'embauche. C'est pas facile de trouver un bon directeur de la restauration. La plupart fuient Sodexo, Avenance, la PHP, enfin
l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui ont eux-mêmes leur propre cuisine centrale, à l'Hôtel Dieu notamment. Je me souviens très bien de ce monsieur. C'était pas exactement ce que je cherchais. Moi, je voulais quelqu'un qui soit à la fois humain, à la fois qui ait une bonne notion d'économie. Et j'ai trouvé la perle rare, qui était un directeur de cuisine centrale, qui avait un BEP cuisine, puis qui avait travaillé longtemps comme cuisinier, puis comme directeur, puis qui était parti comme directeur de supermarché pendant 5 ans, avant de revenir à ses premières amours, la cuisine, à Clamart. Et donc il avait le sens de la négociation avec les producteurs, avec etc., etc. Donc c'est exactement ce que je cherchais. Et donc avec ce monsieur, on a pu travailler sur lui de son côté en management d'équipe et moi en formation avec tous les personnels de la cuisine. Au-delà des recrutements, on a aussi travaillé sur les formations qui leur étaient données, des formations d'hygiène, de sécurité, et des formations qualifiantes. On les a envoyées à l'école Ferrandi à Paris, qui est une école de gastronomie, qui n'est pas une école spécialisée dans la restauration collective. Et ils ont appris à cuisiner des produits frais, à ne pas utiliser de produits industriels, à ne pas utiliser de sauce en poudre, qui est utilisée dans 99% des cuisines de France, la cuisine collective. À fabriquer eux-mêmes leurs sauces et à faire des plats, notamment c'était un bœuf sauté aux carottes qu'ils ont appris à faire, qui leur demandait 4 heures de préparation, là où pour une cuisine centrale traditionnelle, un bœuf sauté aux carottes, c'est 1 heure et demie de préparation.